Depuis les premières heures de son premier mandat, Félix Tshisekedi a souvent pêché en eau trouble. Les choses n'ont pas été faciles pour le cinquième président de l'histoire de la République démocratique du Congo et elles le seront encore moins à quelques mois de 2023, année électorale, malgré que le pays est toujours sous agression et malgré cela, une fois de plus, son parti lui vaut toute une confiance et loyauté. Dans ce numéro d'invité, par exemple, nous recevons Junior Koudoura, qui est un de ses communicateurs, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Tchokoum, merci de me recevoir à nouveau sur votre plateau. Alors, avec vous, la dernière fois, vous nous avez donné des assurances que élection il y aura. Eh bien, on a été encore un peu plus confirmé par le président de la CENI, ouais. Denis Kadima, qui a publié le calendrier électoral et a donné des dates. Est-ce qu'au niveau de l'UDPS, vous avez une réaction par rapport à cela? Bon, d'abord, effectivement, vous l'avez dit, on avait échangé avec vous lors d'une émission précédente pour dire qu'effectivement, au niveau du gouvernement, tout avait été mis en place d'un point de vue appui technique pour que les élections puissent se tenir. Nous, au niveau de l'UDPS, on reconnaît d'abord dans un premier temps par rapport à la réaction que nous avons, on reconnaît d'abord dans un premier temps que la CENI est indépendante. On reconnaît que de manière indépendante, elle a publié un calendrier qu'elle estime être le bon. Et donc nous prenons acte et nous sommes donc satisfaits qu'effectivement, ce que nous défendions, donc la volonté du gouvernement de mettre en place un processus électoral, a été matérialisé par la publication du calendrier, qui donc contredit tous les détracteurs du chef de l'État qui disaient qu'il y avait une volonté acerbe de ne pas publier un calendrier et donc de reporter les élections, qui contredit tous les détracteurs politiques, même de l'UDPS, ou autres acteurs politiques qui ne seraient pas prêts à aller aux élections. Aujourd'hui, la CENI publie un calendrier indépendant. Nous, reconnaissant l'indépendance de la CENI, nous sommes tout de même satisfaits de cette publication. Et donc, nous sommes satisfaits du fait que, effectivement, ceux qui disaient que le pouvoir n'était pas prêt aux élections a donc été contredit aujourd'hui. Alors, revenons toujours sur vos propos de la fois dernière. Vous aviez quand même des inquiétudes parce que le pays est actuellement dans beaucoup de charges, oui. Notamment suite à l'agression. Il fallait dépenser des moyens énormes pour soutenir les FARDC, des instruments pour la guerre et tout cela. Subitement, on voit ce calendrier, alors que tout le monde commençait à douter. On voit que les élections se tiendront dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire à bonne date, mais les moyens, est-ce qu'on est sûr de pouvoir disposer de ces moyens à temps, malgré qu'il y a déjà des dates? Oui, le ministre des Finances l'avait dit sur une radio de la place, que compte tenu du budget qui avait été alloué à la CENI, il n'y avait aucun retard de paiement qui est accusé à ce jour par rapport aux paiements qui doivent être faits pour financer techniquement le processus électoral. Donc, sur ce point de vue-là, le ministre en charge de cette question a assuré, chiffre à l'appui, que les montants qui devaient être décaissés à date l'ont été. Donc techniquement, financièrement, il n'y a aucun souci. Politiquement, ce calendrier, vous l'avez vu, il comporte plusieurs dates et plusieurs étapes, notamment identification, enrôlement, deuxièmement, adoption de la loi relative à la répartition des sièges, et puis promulgation de la loi relative à la répartition des sièges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce calendrier comporte plusieurs étapes, et à chacun de jouer son rôle. La CENI publie le calendrier, la CENI travaille sur l'identification et l'enrôlement, le Parlement doit mettre en place la loi relative à la répartition des sièges, et enfin le chef de l'État n'a qu'un rôle en définitive très minime, il ne fait que promulguer la loi. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Que la responsabilité de la réussite de ce processus, effectivement, c'est un défi, parce que nous sommes en guerre, parce que nous sommes dans des conflits armés à l'Est qu'il faut financer pour protéger le pays. Mais cela n'empêche pas que le calendrier soit là, que chacun joue son rôle au niveau de la CENI, au niveau du Parlement, au niveau du chef de l'État, pour que le processus aboutisse. Je rappelle que le rôle du chef de l'État, c'est dans le calendrier qui a été publié, dans la synthèse qui a été publiée par la CENI officiellement, le rôle du chef de l'État se limite à la promulgation de la loi relative à la répartition des sièges. Celle-ci, cette promulgation, elle a des préalables. L'identification et l'enrôlement, c'est la CENI, et le processus législatif de la loi relative à la répartition des sièges. Donc aux députés de jouer leur rôle et à la CENI de jouer son rôle. Alors il n'y a pas que l'UDPS qui a réagi, certains partis politiques, notamment la plateforme Lamuka ou encore Envol de Denis Sanga, prennent tout ça avec quand même des pincettes, ils ont des doutes.
Il pense que ce sont des dates un peu maquillées et que l'on n'arrivera pas à tenir l'échéance. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'observation? Mais ce sont les mêmes qui demandaient la publication sans cesse sur les chaînes nationales et internationales. Il faut publier le calendrier, il faut publier le calendrier. Ils l'ont répété sans cesse. Aujourd'hui, le chef de l'État a été le premier à dire sur France 24 que le calendrier, sa publication ne pose aucun problème à la CENI. Ce ne sont que des dates. Mais autour de ces dates, il y a des challenges, des défis techniques, des défis législatifs, des défis politiques, des défis sécuritaires. Et le fait qu'il y ait des défis ne veut pas dire que c'est impossible. Mais il faut tenir compte de ces défis et du fait que le calendrier soit publié, directement travailler sur comment relever ces défis-là. Donc oui, le calendrier en lui-même reprend simplement des dates, mais ces dates comprennent des défis, des challenges qu'on peut relever, comme à chaque élection d'ailleurs, si on maintient les délais, qu'on peut et qu'on doit relever pour aboutir à un processus. Et donc aujourd'hui, quand on nous dit qu'effectivement, oui, le calendrier, on le prend avec des pincettes, c'est normal. Il y a des contraintes techniques et législatives. Mais aux députés de jouer leur rôle de leur côté, au niveau de la loi, ou à la CENI de jouer son rôle au niveau technique, et au niveau du gouvernement de jouer son rôle au niveau de l'accompagnement financier et technique dans les différents ministères et secteurs concernés. Parlons de la crédibilité de ce processus, Junior Koudora. Vous vous souviendrez de tous ces événements qui ont précédé aujourd'hui la publication du calendrier électoral. Oui. Il y a un président de la CENI qui avait été contesté, un bureau semble-t-il débauché, ainsi de suite. Est-ce que tout ceci ne remet pas un peu en cause tout le processus? Mais la contestation, le fait de contester ne veut pas dire que c'est illégal, enfin, que la procédure n'a pas été illégale. Vous avez des candidats que vous souhaiteriez peut-être voir au niveau de la CENI. Ce ne sont pas ceux-là qui ont été élus. Toute élection suppose contentement et mécontentement. Mais le fait qu'il y ait mécontentement ne remet pas en cause la qualité et la légalité du processus et de la personne qui a été mise en place. Ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau de la crédibilité, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la crédibilité dont on parle, j'entends souvent dire aux gens, oui, mais le processus, le calendrier n'a pas été inclusif, il fallait la concertation. Mais la CENI, dans les dates qu'elle pose, dans le processus qu'elle met en place, elle est indépendante. Article 211 de la Constitution, la CENI, elle est indépendante. Quand vous regardez la loi qui porte organisation et fonctionnement de la CENI en RDC, dans ses tâches, la CENI est indépendante par rapport aux autres institutions. C'est l'article 7 qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui réclament un consensus autour de la manière dont la CENI doit faire les élections sont en dehors de ce que prescrit la Constitution. Justement, la CENI ne peut pas faire un travail consensuel parce que ce consensus que les opposants proposent, c'est lequel? C'est de dire non, nous devons discuter avec la CENI pour voir qui doit être le président, quel doit être le processus. Mais depuis quand est-ce qu'un arbitre va discuter avec les joueurs avant le match? La CENI, de par la Constitution, elle est indépendante, donc elle ne peut pas justement discuter avec les parties prenantes aux élections, elle ne peut pas de manière consensuelle commencer à discuter pour contenter les politiques qui seront candidats eux-mêmes. Donc par définition, bien évidemment, il y aura des contents et des mécontents, mais le caractère indépendant de la CENI impose justement qu'il y ait des contents et des mécontents dans la procédure parce que la CENI n'a pas à consulter ni les partis politiques, ni la société civile, ni, parce que dans sa constitution, elle tire sa légitimité de la constitution de notre pays et de la constitution de son bureau. Et à partir de là, elle est indépendante. Donc, évidemment, le processus, il a des défis. Le président de la CENI l'a dit. Si nous ne mettons pas en place toutes les conditions techniques nécessaires et sécuritaires pour un processus électoral réussi, ces élections représentent en elles-mêmes un défi. Mais être un défi, ça ne veut pas dire que c'est impossible. À chacun, donc, de jouer son rôle. Exactement. En parlant justement de cette opération, du processus électoral et de la crédibilité, il y a la sortie médiatique du président rwandais, Paul Kagame, avant d'aborder la question de l'agression qui est également sur notre thématique, qui a évoqué notamment les élections de 2018. Oui. Il affirme, et il n'a pas parlé au conditionnel, qu'en 2018, Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections et qu'il est en train de tout mettre sur le dos du Rwanda en ce moment pour reporter les élections de 2023. Bon, j'ai suivi l'intervention du président du pays voisin qui dit effectivement ce qu'il a dit. Moi, je rappelle tout de même que d'abord, le président Kagame est arrivé, aujourd'hui président, mais il est arrivé en tant que rebelle au Rwanda en 1994. Deuxièmement, en tant que rebelle, il passe vice-président à l'issue de négociations sur base des accords d'Arusha. Il passe président intérimaire à l'issue de la démission d'un ancien président. Donc,
Il prend le pouvoir n'ayant jamais été aux élections. Il vient en tant que rebelle, il entre au gouvernement en tant que rebelle, et il prend le pouvoir en tant que président intérimaire suite à la mort du président, un certain Pasteur Bizima, à l'époque, qui avait démissionné. Donc, la conquête du pouvoir du président Kagame n'a jamais été par les urnes. Jamais. Déjà, l'origine, elle est biaisée. Deuxièmement, 2010, 2017, le président Kagame est élu avec 97-96%. Donc 96-97%. Plus le temps passe, plus son taux de réussite aux élections est élevé. L'opposition, 0% à chaque élection. Et aujourd'hui, ce président nous explique que lui étant un modèle de démocratie, la RDC, le président congolais fuit les élections. Mais Paul Kagame est parmi les présidents africains qui, avec ses 22 ans de pouvoir aujourd'hui, et le référendum qu'il a fait, avec 96% de voix favorables à ce référendum pour modifier la Constitution, pour lui permettre d'être éligible jusqu'en 2034, donc de faire 34 ans au pouvoir, il ne peut pas, aujourd'hui, il n'a pas qualité à nous donner des leçons sur ce qu'est les élections, ce qu'est la démocratie, ce qu'est le vote. Il n'a pas qualité. Ça, c'est dans la forme. Maintenant, dans le fond, la RDC est face à un défi sécuritaire. Le président Kagame dit, le président Fachi, Félix Tshisekedi, a peur des élections, donc il me mène une guerre, il pose la guerre sur mes épaules pour dire que c'est le Rwanda qui déstabilise la RDC pour justement justifier l'absence d'élections. Mais non, au contraire, si le président de la République ne voulait pas d'élections, il allait laisser l'insécurité se propager dans le pays, à l'Est, afin que l'insécurité devienne totale à l'Est et même au-delà de l'Est du pays, pour justifier très facilement le fait que, il n'y ait pas les moyens financiers qui doivent être consacrés aux élections, mais plutôt à l'urgence de la guerre. Et deuxièmement, que parce qu'il y a guerre et donc insécurité dans le territoire de la RDC, une partie de la RDC ne pourrait pas prendre part aux élections pour cause d'insécurité. Et donc, cela remettrait le processus électoral en jeu et donc la crédibilité électorale, puisque une partie des Congolais ne pourront pas voter, il n'y aurait donc pas de légitimité du président qui serait élu. Donc, au contraire, si le président ne voulait pas de ces élections, le président congolais ne voulait pas de ces élections, il laisserait l'insécurité se propager. Mais plus que jamais, il laisse celui qui se bat contre l'agression rwandaise, contre la perte de notre territoire à l'est du pays. Et donc aujourd'hui, cela démontre bien qu'effectivement, il n'a aucun intérêt à se battre contre le Rwanda s'il voulait effectivement mettre le pays en insécurité et ne pas vouloir des élections. Le fait que notre président se batte autant sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et sécuritaire contre le Rwanda, prouve à suffisance qu'il a envie... Il dit qu'il ne se bat pas, il fait semblant. Que tout ça, c'est un coup monté. Un coup monté comment? Puisque le président Kagame lui-même devant ses parlementaires, lui qui s'exprime peu, a dit devant ses parlementaires que le monde entier me reproche d'être derrière le M23. Il le dit lui-même. Et donc là, qu'est-ce que nous voyons? Que la diplomatie du chef de l'État, elle porte ses fruits, que sa pression diplomatique, elle porte ses fruits, et que la pression militaire que nous avons mis et que nous mettons en place, elle porte ses fruits. Il ne peut pas dire à la fois que le président Tshisekedi se cache derrière le M23 pour dire que c'est le Rwanda, et en même temps déplorer lui-même le fait et avouer le fait que le monde entier lui fait pression en fait. Quand il dit le monde entier me reproche que je suis derrière le M23, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier lui fait pression et l'a démasqué. Mais cela vient d'un travail qui a été fait de longue haleine par le chef de l'État, qui à l'époque, quand il commençait les démarches diplomatiques et militaires, était décrié par l'opposition, que vous avez cité, la Mouka, etc. etc., etc. Aujourd'hui, cette pression diplomatique qu'il a fait depuis des mois et que beaucoup critiquaient, mais pourquoi est-ce que le président voyage autant? Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps sur la scène diplomatique? Aujourd'hui, Kagame en a marre. Et il le dit, que le monde entier le lui reproche d'être derrière le M23. Lui qui parle si peu, il le dit devant les députés, il ne le dit pas dans la rue, il le dit devant ses parlementaires. Parce qu'il sent que la question congolaise est au centre même de sa politique au Rwanda. Et que donc, une mauvaise communication avec ses parlementaires et sa population peut lui coûter très cher, tant au niveau national qu'au niveau diplomatique. Donc pour conclure, oui, je pense qu'effectivement le chef de l'État veut de ces élections, et je pense que s'il ne voulait pas de ces élections, au contraire, il laisserait la sécurité se propager pour avoir les éléments pour dire qu'effectivement, vu la sécurité, on ne peut pas aller aux élections parce qu'on n'a pas l'argent, il faut donner l'argent à l'armée, et parce que les populations ne pourront pas voter.
Alors vous étiez en train de vanter tout à l'heure cette diplomatie de Félix Tshisekedi, mais il n'y a pas que le Rwanda. Plus récemment, on a commencé à citer de plus en plus l'Ouganda, avec qui on est pourtant en alliance contre les ADF. On cite aussi même le Burundi, avec la dernière anecdote très floue du président qui a parlé de la RDC comme une orange, ou je ne sais pas très exactement, ou encore le Kenya, dont le président actuel avait promis, souvenez-vous, aux entrepreneurs des terres au Congo où il n'y avait pas de vaches, où il y avait des paresseux et tout ça. Et on commence à se poser des questions. Vous vantez cette diplomatie, mais est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas en train de se faire piéger, de se faire rouler? Non, la diplomatie que nous faisons, le but des négociations que nous avons entamées, qui sont maintenant au 3e round et qui ont été suspendues justement pour cause d'infiltration, encore une fois, le but de ces négociations, ce n'est pas de dire que nous espérons qu'il y ait une solution diplomatique. Simplement. Cette solution diplomatique, nous l'attendons, nous l'espérons. Mais en fait, quelle est la stratégie? Nous savons très bien que le chef de l'État a posé deux options, l'option militaire et l'option diplomatique. Pour justifier l'option militaire que nous considérons sérieusement, nous sommes obligés et nous voulons prendre à témoin les pays de la sous-région qui nous encadrent, qui nous entourent, de manière à ce qu'ils soient eux-mêmes dans le processus de négociation. Et donc, ils s'engagent à respecter certains principes, retrait des zones militaires, retrait des troupes, etc. De manière à ce que si ces engagements que eux-mêmes prennent lors de ces négociations diplomatiques ne sont pas respectés, que nous puissions aller en guerre, défendre notre pays, avec un soubassement dans lequel nous pourrions dire qu'effectivement, nous avons eu, dans un cadre formel, à prendre des engagements de paix, et que ces engagements de paix n'ayant pas été respectés, nous pouvons aller en guerre. Donc, la diplomatie ne veut pas dire qu'on renonce à l'option de la guerre. Nous y allons pour prendre à témoin et en fait bloquer les pays régionaux dans un processus où ils devraient s'engager à la paix. Et en cas de défaut de respect de ces engagements, nous pourrions à ce moment-là justifier de manière légale et objective les raisons pour lesquelles nous allons en guerre. Et à ce moment-là, nous ne pourrions pas être attaqués sur des questions de diplomatie en disant que oui, mais la RDC, vous allez en guerre alors qu'on aurait pu discuter et que vous déstabilisez la région. Nous irons en guerre en cas donc de non-respect formel des accords régionaux, à travers les négociations qui sont faites actuellement. Donc vous continuez à garder espoir que la RDC est en bonne position en ce moment? Bien sûr, nous sommes en bonne position. Quand vous voyez le président rwandais qui commence à se plaindre au niveau de ses députés, quand vous voyez comment au niveau de la scène même internationale, régionale, la question de la RDC est au centre des discussions, c'est une victoire. Ça fait plus de 23 ans que nous sommes dérangés par le Rwanda, plus de 10 ans que nous sommes dérangés par le M23. Effectivement, c'est une victoire. Puisqu'aujourd'hui, plus que jamais, cette question rwandaise est posée sur la table avec des menaces concrètes de guerre et une tension au plus haut. L'Union africaine se mêle de la question en envoyant son délégué de l'Angola pour traiter de cette question-là. La communauté des États d'Afrique de l'Est traite la question à travers le dialogue qui a lieu aujourd'hui. Les Nations Unies ont soutenu l'Union africaine pour que justement une médiation soit mise en place. Et en cas d'échec de cette médiation, nous aurons tous les arguments nécessaires et la force nécessaire pour aller en guerre. Parce qu'à ce moment-là, toute la communauté internationale aura vu que, ayant échoué, malgré tous les efforts, une guerre est la seule solution. Parlons de Félix Tshisekedi et des cartes qu'il a en main. C'est vrai que vous parlez de l'armée, qu'il est en train de faire des réformes. On a suivi le président burundais qui a même affirmé que voilà, la RDC n'avait pas d'armée, n'avait pas de police, que les forces alliées vont nous aider jusqu'à ce qu'on puisse avoir une armée. Si Félix Tshisekedi n'a pas d'armée, comment il pourrait gagner cette guerre sur le plan militaire que vous êtes en train d'évoquer? Non, le fait d'être sur un point de vue, d'abord nous avons une armée, puisqu'aujourd'hui, si nous n'avons pas d'armée, le pays serait déjà, au-delà de Rutshuru et de Bunagana, le pays serait déjà parti. Donc le fait que nous soyons encore un et que les combats sont en cours démontre à suffisance que nous avons une armée. Des mouvements rebelles ont attaqué la RDC, le Zaïre à l'époque, le président était parti. Aujourd'hui, le président est en fonction et les combats ont cours. Les négociations ont cours. S'il y a négociation, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, les négociations ont lieu autour de la question de l'Est, mais l'Est n'est pas parti. Les négociations ont lieu parce que justement la RDC résiste et qu'on veut la désescalade. Donc on ne peut pas dire que la RDC n'a pas d'armée alors qu'on demande la désescalade. On ne peut pas dire qu'on va négocier un processus de paix au Kenya avec les pays de la sous-région si la RDC était déjà battue. Nous sommes en négociation, donc ça veut dire que nous avons encore l'impérium. Donc dire qu'on n'a pas d'armée, je rappelle qu'aucun des États régionaux qui est présent dans les négociations
n'a encore combattu. Ni la MONUSCO ne combat pas, ni les États de la sous-région ne combattent pour nous à l'est du pays. Ce sont les FARDC. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous avons notre pays. Donc, et nous sommes en guerre depuis des années et des années et des années. Et depuis des années, nous sommes toujours un et indivisible. Donc nous avons une armée. C'est ça la réponse que je donne. Nous avons une armée. Puisque le pays est là, puisqu'on nous demande la désescalade, puisqu'on nous demande de négocier avec les groupes rebelles, puisque le M23 est là depuis 10 ans, 20 ans, cantonné toujours à l'est du pays. Mais ce sont nos forces nationales qui se battent. Ce n'est pas la MONUSCO, ce n'est pas la force régionale. Donc aujourd'hui, seuls les Congolais défendent leur pays. C'est complètement faux de dire que nous n'avons pas d'armée, puisque le pays est toujours un malgré les décennies d'attaques. Mais depuis des décennies, nous nous battons seuls et le pays est toujours debout. Donc nous avons une armée. Alors on est en train de chuter, j'aimerais quand même aussi parler un tout petit peu du bilan du président de la République parce qu'on a commencé à évoquer les élections, mais pas en général, juste un petit point dans ce bilan. Aujourd'hui vous êtes jeune quand même, leader des jeunes, vous êtes écouté, vous êtes communicateur du parti présidentiel, vous avez une certaine influence dans les milieux de jeunes. Personnellement, qu'est-ce que vous avez pensé de la place que Félix Tshisekedi a donnée à la jeunesse durant son mandat, son tout premier mandat? Je pense que c'est un bilan qui n'a jamais été aussi clair et net en faveur de la jeunesse, en faveur de la cause des femmes. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, renouvellement de la classe politique, 75% lors du premier gouvernement de nouveaux visages. Au niveau des cabinets ministériels, au niveau des mandataires qui ont été nommés, au niveau des nouveaux membres, enfin, des nouveaux responsables des communes, que des nouveaux visages, que des jeunes. Lorsque la signature a été la sienne et que la possibilité a été la sienne de pouvoir mettre en place des nouvelles personnes, que des jeunes. Mais est-ce que nouveauté égale efficacité? Parce qu'on lui reproche de nommer des jeunes, certes, mais parfois des jeunes qui risquent de ne pas être à la hauteur. Non, mais le risque de ne pas être à la hauteur, nous avons eu des personnes âgées qui nous ont démontré ne pas être à la hauteur. Après 10 ans, 15 ans, vous nous parlez des risques par rapport aux jeunes. Moi, je vous parle des conséquences par rapport à 10 ans, 15 ans, 20 ans avec un DG qui est là et qui, par fatigue et par manque de créativité et d'innovation, ne peut plus créer. Pourquoi est-ce qu'on renouvelle les mandats? Et le chef de l'État l'a compris. Pourquoi est-ce qu'on doit, après 2 mandats présidentiels, quitter le pouvoir? Ce n'est pas pour des dérives dictatoriales. C'est parce qu'aussi, de manière idéologique, on suppose qu'après un certain temps d'exercice du pouvoir dans la même fonction, il faut de la nouveauté, de la fraîcheur, de la créativité. Et c'est ça le principe. Au niveau vous parlez des jeunes pour aller être patriotes, pour combattre pour leur pays, pour défendre leur patrie, pour défendre leur drapeau. Mais quand il faut gérer le pays, ce n'est pas les jeunes, on les met à côté. Non, le chef d'État a compris qu'il faut les impliquer. Si vous voulez des jeunes patriotes pour la survie du pays, il faut qu'ils sachent pourquoi ils se battent. Ils se battent parce que c'est leur pays. Ils se battent parce que ce pays-là leur rend leur combativité. Ce pays-là les intègre dans la gestion. Et donc aujourd'hui, le chef de l'État au niveau communal, vous l'avez vu, que des jeunes. Au niveau gouvernemental, nous avons des nouveaux visages. Et ces nouveaux visages produisent des résultats. Donc aujourd'hui, c'est vrai, la jeunesse, elle est risquée, mais on ne peut pas dire à un jeune, oui, mais on n'embauche que des gens qui ont 3-4 ans d'expérience, sachant qu'un jeune diplômé n'a aucune expérience. À ce moment-là, vous n'engagez pas, les jeunes n'auront aucune place. Mais il faut prendre le risque, effectivement, comme vous le dites, de prendre des jeunes, quitte à ce qu'ils démontrent leur capacité ou incapacité, et à défaut, on change et on avance. Mais donner la possibilité aux jeunes de s'impliquer par rapport au fait qu'ils soient plus patriotes, qu'ils sachent pourquoi ils se battent, et que ce pays-là compte sur eux, tant dans le combat, mais dans la récompense aussi. Et ça c'est fondamental pour renforcer le patriotisme des jeunes qui sont là pour militer, qui sont là pour prendre les coups, mais qui sont là pour prendre aussi le gain des efforts pour lesquels ils se sont battus. Et donc renforcer le patriotisme face à l'ennemi, face aussi aux challenges futurs. Merci beaucoup Junior Koudoura, je rappelle que vous êtes communicateur de l'UDPS et avec vous on a parlé de toute cette thématique, de l'actualité en tout cas, de l'agression aux élections politiques, bilan de Félix Tshisekedi avec la jeunesse et tout le reste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu, c'était un plaisir et à très bientôt. Voilà, à tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50.